Et bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique, et aujourd'hui on se retrouve pour un film de mon enfance qui fait toujours plaisir à voir et à revoir, et dont le kitsch de l'époque en fait toute sa saveur, Chérie, j'ai rétréci les gosses, sorti en 1989. C'est un film réalisé par Joe Johnston, à qui l'on doit notamment les aventures de Rocketeer, Jumanji, et dans un autre registre Ciel d'octobre avec Jake Gyllenhaal et Chris Cooper, le film Hidalgo avec Viggo Mortensen, et The Wolfman, avec Benicio del Toro, Anthony Hopkins et Emily Blunt. C'est aussi à lui que l'on doit Jurassic Park 3e du nom, mais aussi plus récemment le premier Avengers, Captain America. Joe Johnston, c'est un vieux de la vieille, qui a commencé sa carrière dans les effets spéciaux aux côtés de George Lucas et Steven Spielberg, sur la trilogie Star Wars, Indiana Jones et Always. Et c'est avec Disney qu'il entamera sa toute première réalisation, Chérie, j'ai rétréci les gosses. Un film qui a eu pas mal de succès, s'offrant une place dans le parc Disneyland, ainsi qu'une série télé de 3 saisons et bien sûr quelques suites. Malheureusement pour Joe Johnston, les aventures de Rocketeer et Richard au pays des livres magiques, pourtant portés par le petit Kevin de Maman j'ai raté l'avion et le Doc de Retour vers le futur, seront des échecs, qui mettra un terme à sa collaboration avec eux. C'est amusant de constater qu'il retravaillera finalement pour eux à travers Marvel, et pour son dernier film en date, qui est une co-réalisation avec Lasse Hallström, Casse-Noisette et les 4 Royaumes, dont j'avais fait une vidéo à l'époque. Chérie, j'ai rétréci les gosses est l'un de ces films que je regarde pratiquement chaque année en période de fin d'année, où l'on va donc suivre les aventures aussi palpitantes qu'improbables de la famille Salinsky, dont les folles inventions du père sont aussi amusantes que terrifiantes, et ce pour le plus grand bonheur de leurs voisins, les Thompson. Suite à un accident, les enfants des deux familles vont être les victimes d'une machine au laser de l'horreur, qui va tout simplement les rétrécir. Au casting, on retrouve Rick Moranis, grand habitué des comédies, déjà présent au casting d'SOS Fantôme, et ayant déjà joué aux côtés de Steve Martin et Robin Williams. Il est également à l'affiche de La folle histoire de l'espace de Mel Brooks, et de Grandeur et descendance d'Eric Idle. Il mettra plus ou moins fin à sa carrière pour s'occuper de ses enfants suite au décès de sa femme, mais reprendra malgré tout son rôle pour les suites, aux côtés de Marcia Strassman, présente dans le second et qui sera au casting de Maman j'ai rétréci papa. Nous avons également le petit génie, Robert Oliveri, qui dans sa carrière ne jouera finalement que dans cette trilogie, ainsi qu'un certain Kevin Boggs dans Édouard aux mains d'argent. Amy O'Neill, qui joue sa sœur, qui n'a pas vraiment fait autre chose, tout comme les membres de la famille Thompson, Christine Sutherland, connue pour son rôle quand même dans Buffy, Jared Rushton, puis Thomas Wilson Brown, qui a fait quelques films et pas mal de séries TV. Seul le père, Matt Frewer, a beaucoup joué, en commençant sa carrière directement dans le sens de la vie des Monty Python, puis avec beaucoup de rôles dans des séries télé ou rôles secondaires dans des films. Intelligent et émouvant, c'est un film pour toute la famille. Petits et grands, c'est le cas de le dire, comme les Haribo d'ailleurs, dont on se souvient encore après des années. Grâce à pas mal de moments clés, comme cette scène avec le scorpion, le tour sur le dos d'abeille qui aurait carrément pu faire une sacrée attraction, ou bien sûr Mimi la fourmi et son acte héroïque, qui reste gravé dans les mémoires. Ainsi que la tondeuse, les vieux jouets, comme la pièce de Lego ou le tyrannosaure, ou encore le cookie géant qui nous fait encore saliver, bien qu'il ressemblerait quand même plutôt à un Oreo. On peut également penser à ce générique d'intro en animation juste génial. C'est la grande originalité du film que de voir des humains réduits à la taille d'une puce, où les choses les plus insignifiantes du quotidien, à notre échelle, prennent des allures surprenantes et menaçantes à la leur. Bien sûr, les effets spéciaux, comme les animatroniques, ont vieilli, mais ça reste très impressionnant de voir le rapport des grandeurs entre le minuscule et le gigantisme du monde. On joue sur la perception et le regard, comme une métaphore du monde des adultes, disproportionnée par rapport à celui des enfants.
Il y a de la bravoure et du courage, mais aussi de la solidarité avec ces enfants issus de deux familles très différentes qui a priori n'avaient aucune affinité et qui bien sûr vont finir par se rassembler, s'entraider et quelque part se révéler à eux-mêmes. J'aime bien quand Amy fait la remarque sur la taille de la lune, qui ne change pas que l'on soit petit ou grand, ou comment tout ce qui se trouve sous nos pieds, tout ce qu'on laisse un peu de côté, dans l'ignorance, peut prendre une toute autre dimension. C'est inventif et créatif. Ce périple à travers le jardin ou cette jungle de la vie est initiatique. Privés de leur confort, de leurs habitudes et surtout de leurs parents, les enfants doivent désormais se débrouiller par eux-mêmes pour devenir grands. Rétrécir, c'est presque comme un retour en arrière ou une régression de soi, qui vaut également pour le père, comme cette scène où il est suspendu dans le jardin avec sa loupe, comme s'il cherchait quelque chose en lui-même, trop petit pour être perçu. Ou tout comme la scène impressionnante du bol de céréales, où il s'en faut d'un cheveu pour que le père mange le fils. En termes mythologiques ou psychologiques, c'est vraiment très évocateur. Il y a également ce côté retour aux sources, à la nature et ses dangers, par opposition aux inventions et à la technologie, ainsi que le fait de redevenir des proies dans la chaîne alimentaire par rapport au fait d'aller pêcher. L'histoire des deux familles met l'accent sur le lien affectif et éducatif, avec d'un côté ce génie fou qui n'a pas totalement les pieds sur terre, avec un fils qui sans succès tente d'attirer son attention en ayant le même univers que lui, une sorte d'autre lui-même miniature. Et de l'autre, un père un peu colérique qui ne comprend tout simplement pas son aîné, qui ne lui ressemble pas et n'en a pas l'intention. Il porte en plus le même prénom que son père, Russ Thompson Jr., et en tant qu'aîné, c'est sur lui que reposent les responsabilités des désirs du père, qui semble ne s'intéresser qu'à lui, sans voir que son deuxième fils lui correspond bien plus en réalité. Toutes ces bêtises, quelque part, sont comme pour Nick de l'autre côté, pour attirer l'attention de son père. Il y a un conflit autant social entre voisins que générationnel entre les enfants, dont l'image du père, en soif de reconnaissance, de réussite en pâtit un peu. Seules les femmes semblent plus réalistes et s'en sortent davantage. L'une comme soutien qui seconde son mari, l'autre comme femme entreprenante et indépendante. Le message reste bien sûr assez simple, de prendre conscience que la famille est ce qui compte le plus. Mais même si on le sait, ce n'est pas toujours évident de le montrer, ni même de ne pas l'oublier. De plus, c'est surtout l'élément qui permet de se questionner et de se retrouver. C'est considérer sa famille, mais aussi toutes les familles dans un sens plus général, et tenter de focaliser sur ce qui rassemble plutôt que ce qui sépare. On peut également réfléchir à d'autres choses. Par exemple, on peut constater que les inventions ou les créations sont ici le moteur qui permet de révolutionner son quotidien. Quand on regarde cette maison dans les années 80, on pourrait avoir la même impression que les Thompson. Mais qu'est-ce que c'est que ce fou? Mais de nos jours, avec ce monde technologique et ultra connecté, nous sommes totalement envahis par ces outils. Le facteur scientifique est en quelque sorte pour l'adulte, ce qui lui permet de trouver de nouvelles aventures. Là où les enfants peuvent se créer tout un monde à partir de leur jardin. On peut également s'interroger sur cet excellent thème du rétrécissement, car même si c'est ici pour s'amuser, ça reste abordé de base pour quelque chose de sérieux. Gonfler ou miniaturiser la matière serait un rêve incroyable à réaliser. Avec les divers sujets d'actualité, on peut penser au film Downsizing d'Alexander Payne, qui, en réduisant la taille des gens, permet de lutter contre la surpopulation et la dégénérescence de la planète, en offrant à l'homme tout ce dont il peut rêver à petite échelle. Il y a également les films de Jack Arnold, avec L'homme qui rétrécit et Tarantula, ou encore L'aventure intérieure de Joe Dante, L'île de Lilliput de Gulliver, ou encore Alice au pays des merveilles, les Gremlins, et Ant-Man sur un autre registre.
Une dernière chose que l'on pourrait aborder dans le sens des petites choses qui ne se voient pas, la genèse du projet en compagnie des deux scénaristes, Brian Yuzna et Stuart Gordon, qui sont à la base portés sur le genre horrifique, comme par exemple le fameux Réanimator, ou aux portes de l'au-delà, ou encore Dolls les poupées. Il est vrai qu'en regardant les situations de Chérie, j'ai rétréci les gosses, on pourrait largement le transfigurer en périple de l'épouvante pour les mini-pousses. C'est par un événement tout à fait anodin qu'ils vont avoir l'idée de ce film. Ce sont les enfants de Yuzna qui, en revenant d'une séance de cinéma avec leurs voisins, vont lui demander pourquoi ne peuvent-ils jamais voir ces films. C'est une question qui les ont interrogés et à partir de là, ils ont cherché à faire un film qui pourrait être visible par leurs enfants. Et l'idée du jardin serait tout simplement venue parce qu'ils en discutaient à cet endroit-là. Alors Disney fut plus que ravi de voir débarquer ces deux jeunes cinéastes prometteurs avec cette idée qui était vraiment dans la veine de leur propre production. Il faut savoir qu'à l'époque, les animations Disney faisaient échec sur échec, et que seuls leurs films live tenaient encore la route. Il était même question de changer le nom de Disney. Lors de certaines interviews, les deux scénaristes ont eu l'opportunité un peu de raconter leur périple au sein du studio, qui fut plutôt cauchemardesque. Les méthodes de travail étaient vraiment très strictes, avec des horaires de dingue, des réunions qui pouvaient avoir lieu dès 5 heures du matin, et pas mal de remaniements du scénario. Une fois que tout fut préparé et planifié, après plus de 9 mois sur la pré-production, superviser la création des décors, comme le cookie, la fourmi, etc., les deux scénaristes se font débaucher. À la base, c'était bien l'un d'eux qui devait réaliser le film, mais dû au stress et à de l'hypertension artérielle, dû au rythme draconien du studio, il fut remplacé. Et avec lui, son comparse. Merci pour votre contribution et au revoir. Ça fait un peu penser à la situation de Wayne Szalinski dans le film, qui a travaillé comme un fou sur le projet de sa machine pendant 5 années et qui se fait tout simplement jeter par ses confrères, et finit par détruire sa machine. C'est comme cela qu'arrivé au dernier moment, Joe Johnston reprendra le projet en faisant quelques modifications de scénario avec le scénariste du Cercle des Poètes disparu Tom Schulman. Alors il est évident que le film de Gordon et Yuzna aurait été un peu différent et que leur carrière aurait pu prendre une toute autre direction s'ils avaient pu le faire. Mais il ne faut pas non plus s'en prendre aux membres du studio qui ont également apporté beaucoup, ne serait-ce que le titre du film qui n'était pas des deux scénaristes. Un film est toujours un travail d'équipe quoi qu'il arrive, et dans la dynamique de chaque corps de métier, il y a forcément de l'inspiration qui surgit, fait de compromis, même parfois de par les contraintes imposées qui peuvent servir de tremplin à de nouvelles idées. Dans le cas présent, ce qui fait vraiment mal au cœur, c'est qu'après autant d'années d'investissement sur le projet, et ce sur plusieurs postes, il ne soit mentionné que comme les créateurs originaux de l'histoire, ayant été carrément effacés d'une bonne partie du générique, tout le crédit revenant à Joe Johnston. De plus, le film était à la base une idée inspirée par leurs enfants pour leurs enfants. On ne peut que remarquer l'ironie du sort d'avoir été traité de la sorte par les studios de l'enfance. Je finirai sur la musique d'un monument, James Horner, pour sa première collaboration avec Joe Johnston, avant Rocketeer et Jumanji, et qui signe une partition un peu fantasque, cartoonesque, voire virevoltante, à l'image de cette aventure inhospitalière et l'absence de repères des personnages. Chérie, j'ai rétréci les gosses fait partie de ces films qui mêlent le génie et l'imaginaire, autant pour les personnages, les thèmes que la manière de construire le film. Quelle merveille que de faire d'un simple jardin le terrain de jeu grandeur nature de toute une famille, qui nous offre une formidable aventure pleine de charme. Il y a des facettes multiples de la comédie, avec le couple et ses problèmes, la parentalité, l'insouciance de l'enfance et l'adolescence dans ses élans romantiques. Il fait probablement partie des films préférés de son enfance, pour ceux qui l'auront vu petit, et qui, comme bien d'autres films d'ailleurs, auront une saveur toute particulière lorsque, parents à son tour, l'on pourra les faire découvrir à ses propres enfants.
Peut-être est-ce là l'un des sens même du titre, que de vouloir ou d'espérer un jour, non pas rétrécir, mais retourner en enfance. Retrouver ses yeux d'autrefois le temps d'une aventure éblouissante et trépidante. Voilà pour cette comédie pleine de péripéties et de fantaisie, incontournable et indémodable en ces périodes de Noël, et qui continue de nous amuser, de nous émerveiller à travers les générations. Continuez à voir des films, quant à moi je vous dis à bientôt et que la magie de Noël soit avec vous.